Les archives judiciaires de la colonie française de Saint-Domingue racontent l'histoire d'une femme dont le simple nom faisait taire les propriétaires de plantations. Zala Kofo, un nom murmuré avec une part égale de terreur et de fascination dans 3 paroisses, a été jugé non pas une, mais 4 fois distincte entre 1847 et 1856. Chaque procès portait sur la même accusation singulière, agression grave sur la personne de son légitime maître. Chaque fois, la salle d'audience se vidait des femmes et des enfants avant que les témoignages ne commencent. Et, à chaque fois, malgré des preuves accablantes, aucun jury ne la condamnait. Les blessures qu'elle infligeait étaient trop spécifiques, trop calculées, trop permanentes. 3 hommes perdirent la capacité d'avoir des enfants. Un 4e perdit quelque chose de tout à fait différent. Son esprit, dit-on, bien que le dossier officiel ne mentionne qu'un traumatisme grave nécessitant une intervention médicale. Les autorités savaient ce qu'elle avait fait, la communauté le savait, mais quelque chose, dans le cas de Zala Kofo, poussait même les juges endurcis de la colonie à détourner le regard. Qu'est-ce qui pouvait pousser un système juridique fondé sur le contrôle absolu à libérer à plusieurs reprises sa captive la plus dangereuse? Avant de poursuivre l'histoire de Zala Kofo, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur la cloche de notification, car des histoires comme celle-ci, celles qu'ils ont tenté d'enterrer dans des archives judiciaires oubliées, ne font pas surface souvent. Et laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Je veux savoir où ces histoires parviennent. Maintenant, découvrons ce qui rendait Zala Kofo si dangereuse que même ses propriétaires craignaient de mettre son nom par écrit. La question de ce qui faisait Zala Kofo ne pouvait trouver de réponse dans sa seule apparence. Bien que ceux qui l'avaient vue ne l'oubliassent jamais, elle mesurait à peine plus d'1,50 m, avec des mains qui semblaient bien trop délicates pour les champs de coton où elle avait passé la majeure partie de ses 32 ans. Son visage portait une unique marque distinctive, une fine cicatrice qui courait de sa tempe gauche à sa mâchoire, gracieuseté du fouet d'un contremaître quand elle avait 14 ans. Mais c'était ses yeux qui perturbaient les gens. Il ne portait pas la soumission tête baissée attendue de quelqu'un dans sa position. Il jaugeait, il calculait, il se souvenait de tout. Zala naquit en 1824 dans une plantation de tabac sur la côte de l'Or, en Afrique, fille d'une femme dont le nom ne fut jamais consigné dans aucun registre. Son premier maître, Antoine Dubois, était ce que la communauté considérait comme raisonnable. Il nourrissait convenablement ses travailleurs, ne punissait que lorsqu'il était ivre et permettait occasionnellement des mariages au sein de sa propriété. Zala apprit à lire en observant la fille d'Antoine s'exercer à l'écriture, mémorisant les formes à travers une fente dans le mur de la salle de classe. Cette éducation illégale et périlleuse s'avérerait essentielle pour sa survie future. À la mort d'Antoine en 1842, sa propriété fut liquidée pour payer des dettes de jeu. Zala avait 18 ans, elle était forte et alphabétisée, des qualités qui la rendaient précieuse. Elle fut vendue à un marchand de coton nommé Pierre Leclerc pour 850 $, un prix qui reflétait autant sa capacité physique que ce que Pierre appelait son allure raffinée. La vente la sépara de sa mère, de ses 2 jeunes frères et du seul foyer qu'elle avait connu. Le voyage vers l'ouest, vers la colonie française de Saint-Domingue, dura 6 semaines. Enchaîné dans un chariot avec 11 autres personnes, regardant le paysage passer des collines verdoyantes à la prairie sans fin. La colonie française de Saint-Domingue en 1842 était un lieu contradictoire, officiellement territoire indigène, mais de plus en plus peuplé de colons blancs qui amenaient avec eux leurs institutions particulières. La terre elle-même semblait prise entre 2 identités. Les nations Creek et Cherokee coexistaient difficilement avec les missionnaires presbytériens, les troupes fédérales et les propriétaires de plantations fuyant les sols épuisés des États plus anciens. Des villes comme Port-au-Prince et Cap-Français servaient de centres administratifs où le droit territorial, la souveraineté tribale et la juridiction fédérale entraient en collision de manière imprévisible. Les terres de Leclerc se trouvaient à 24 km au sud de Cap-Français,
dans ce qui est aujourd'hui la paroisse de l'Artibonite. 121 hectares de coton, de maïs et de tabac, cultivés par 42 hommes, femmes et enfants, vivant dans une rangée de 7 cabanes derrière la maison principale. Le contremaître, François Maillard, un homme cruel, gérait les champs avec une brutalité méthodique. 20 coups de fouet pour avoir parlé pendant le travail, 30 pour avoir quitté les champs sans permission, 50 pour avoir riposté. La punition était administrée publiquement chaque samedi après le coucher du soleil, les travailleurs rassemblés forcés de regarder, tandis que François démontrait les conséquences de la désobéissance. Zala passa ses 3 premiers mois à garder la tête basse et son alphabétisation cachée. Elle cueillait le coton avec une efficacité mécanique, jamais la plus rapide, mais jamais la plus lente. Elle apprit à quels travailleurs elle pouvait faire confiance et lesquels échangeraient des informations contre des rations supplémentaires. Elle découvrit que Leclerc visitait les cabanes le mardi soir lorsque sa femme se rendait à Cap-Français pour visiter sa sœur. Elle apprit que François préférait les femmes plus jeunes, celles qui n'avaient pas encore développé la résignation aux yeux vides qui venait avec des années d'une telle attention. Elle apprit aussi que la femme de Leclerc, Geneviève, savait tout ce qui se passait sur la plantation, mais qu'elle avait depuis longtemps cessé de s'en soucier. Geneviève Leclerc avait été une belle de Charleston, fille d'un magnate du transport maritime, éduquée au français et au piano. Elle avait maintenant 34 ans, pas d'enfant, et elle tenait grâce au laudanum et à la prétention que les pérégrinations nocturnes de son mari n'étaient que de simples inspections de la propriété. Elle passait ses journées dans le salon à jouer le même nocturne de Chopin encore et encore, jusqu'à ce que les notes semblent saigner dans les murs. Le premier incident survint un mardi de fin novembre 1842, 5 mois après l'arrivée de Zala. Leclerc apparut à sa porte juste après 22 heures, alors que la plupart des travailleurs, épuisés, s'étaient endormis. Il ne portait pas de lanterne. Il connaissait bien trop bien le chemin. Zala était réveillée. Elle était réveillée parce que les mardis soirs avaient une qualité particulière de silence. Les autres femmes dans la cabane ne bougèrent pas quand Leclerc entra. Elles ne reconnurent pas sa présence. C'était la règle tacite. Vous prétendiez ne pas voir, ne pas entendre, ne pas savoir. Leclerc se tint au-dessus de la paillasse de Zala un long moment. Elle pouvait sentir l'odeur du whisky mêlé au tabac et à la pommade qu'il utilisait pour ses cheveux. Quand il se pencha et toucha son épaule, elle ne tressaillit pas. Elle dit simplement d'une voix à peine plus forte qu'un murmure « Je vous tuerai si vous me touchez à nouveau ». Il rit. Le son était doux, presque affectueux, comme si elle avait raconté une blague intelligente. Sa main se déplaça de son épaule à sa gorge, ne serrant pas, juste posée là, un rappel du différentiel de pouvoir, de la nature absolue de sa possession. Ce qui se passa ensuite prit peut-être 3 secondes, bien que les témoins eurent plus tard du mal à décrire la séquence des événements. La main de Zala, qui était cachée sous sa fine couverture, émergea en tenant quelque chose de métallique. Il y eut un mouvement bref et violent. Leclerc émit un son, pas exactement un cri, plutôt comme si tout l'air quittait ses poumons d'un seul coup et il tituba en arrière, heurtant le mur de la cabane. Le sang imbiba son pantalon avec une vitesse choquante. Zala se leva et le dépassa pour sortir dans la nuit de novembre, tenant toujours le couteau à coton qu'elle avait volé à l'entrepôt d'égrenage 2 semaines plus tôt. Elle marcha directement vers la maison principale, monta les marches du porche et frappa à la porte avec la précision calme de quelqu'un livrant un message attendu. Geneviève Leclerc ouvrit, toujours habillée malgré l'heure tardive, les yeux vitreux d'opium et quelque chose qui aurait pu être de la curiosité. Zala tendit le couteau ensanglanté, la poignée en avant et parla distinctement. « Votre mari a tenté de me forcer. Je l'ai blessé. Il est dans la cabane 4. Il aura besoin d'un médecin. » Puis elle s'assit sur les marches du porche et attendit la suite. La suite fut le docteur Jacques Lambert, réveillé à minuit et parcourant 22 kilomètres à cheval dans l'obscurité pour soigner une blessure dont il refusa de décrire la nature en détail.
Jacques arriva et trouva Leclerc à peine conscient, sa femme assise dans le salon jouant toujours ce même nocturne, et Zala Kofo assise sur le porche, les mains jointes sur ses genoux comme si elle assistait à un service religieux. Les détails médicaux n'entrèrent dans le dossier officiel que sous la forme d'un traumatisme grave sur la personne du gentleman, rendant les futures relations conjugales déconseillées. En termes moins délicats partagés en murmures entre médecins et avocats dans les semaines suivantes, Zala avait castré Pierre Leclerc avec un couteau à coton de 7,6 cm, la coupe si nette et précise que Jacques pensa d'abord qu'elle avait dû recevoir une formation chirurgicale. La lame avait enlevé les 2 testicules, avec ce qu'il décrivit dans son journal intime comme une connaissance anatomique remarquable. Leclerc survécut physiquement. Il passa 6 semaines à récupérer dans sa chambre, tandis que Geneviève continuait sa pratique du piano à l'étage inférieur, la répétition mécanique de ces 16 mêmes mesures servant de seule reconnaissance de la maison que quelque chose d'inhabituel s'était produit. François géra la plantation en l'absence de Leclerc, ses punitions devenant plus sévères, son tempérament plus court. Mais il ne toucha pas Zala. Personne ne toucha Zala. La question légale de ce qu'il fallait faire d'elle devint la conversation la plus inconfortable de la colonie française de Saint-Domingue. Le droit territorial était clair. Un esclave qui attaquait un maître pouvait être exécuté. Un esclave qui causait une blessure permanente à un maître devait être exécuté. Mais les circonstances, la visite nocturne de Leclerc, l'emplacement de la blessure, le fait que Zala se soit rendu immédiatement, créaient des complications que personne ne voulait aborder publiquement. Le juge colonial, René Dechamps, était un transplanté de Bordeaux qui avait passé 20 ans à naviguer dans les contradictions impossibles de la justice frontalière. Il avait présidé des litiges fonciers entre les communautés marronnes et les colons blancs, des violations de traités, des affaires de meurtre où le droit tribal et fédéral offrait des verdicts opposés. Mais le cas de Zala Kofo présentait quelque chose de différent, une question morale déguisée en affaire juridique. René interrogea Zala en privé au tribunal de Cap-Français, une conversation jamais officiellement transcrite, mais rapportée plus tard à son greffier. Elle répondit à ses questions avec un calme troublant. Oui, elle avait pris le couteau 2 semaines plus tôt, anticipant l'éventuelle visite de Leclerc. Oui, elle connaissait suffisamment l'anatomie pour s'assurer que la blessure serait permanente. Non, elle n'éprouvait aucun remords. Quand René lui demanda pourquoi elle avait choisi une punition si spécifique, sa réponse le glaça. « Je voulais m'assurer qu'il ne pourrait faire à personne d'autre ce qu'il avait tenté de me faire. » Le procès dura une journée. Leclerc ne se présenta pas. Il ne le pouvait pas, prétendit son médecin. Bien que la vérité fût plus simple, il ne pouvait pas affronter un tribunal où les détails de sa blessure deviendraient un registre public. François témoigna que Zala avait toujours été difficile, sujette à un comportement insolent. Le docteur Jacques témoigna de la nature et de la gravité de la blessure. Geneviève Leclerc ne témoigna pas, bien qu'elle fût assise dans la galerie tout le temps, son expression illisible. La défense, pour ainsi dire, vint d'une source inattendue. Un émissaire marron nommé Théodore Benoît se leva et argua que, selon le droit tribal, qui s'appliquait techniquement encore aux crimes commis en territoire indigène, les actions de Zala constituaient une légitime défense contre une agression sexuelle. Sa présence était irrégulière, peut-être illégale et définitivement sans précédent. Mais René lui permit de parler. Le jury de 12 hommes blancs délibéra pendant 7 heures. Ils retournèrent un verdict de non-culpabilité. La salle d'audience explosa. Les procureurs coloniaux exigèrent un nouveau procès. Les propriétaires de plantations de 3 paroisses envoyèrent des lettres d'indignation. Un pasteur baptiste publia un sermon dans le journal de Cap-Français, avertissant que l'acquittement de Zala encouragerait la rébellion et le chaos parmi la population servile. Mais René maintint le verdict, et Zala retourna à la plantation de Leclerc, où elle fut vendue sur le champ. Son nouveau propriétaire était Alain Desmarais, un veuf qui exploitait une plus petite ferme à 48 km à l'ouest. Le prix de vente fut de $600,
$250 de moins que ce que Leclerc avait payé, reflétant ce qu'Alain appelait sa valeur diminuée en raison de tendances criminelles. Alain avait la réputation d'être un maître raisonnable, un homme qui assistait au service presbytérien chaque dimanche et permettait occasionnellement à ses travailleurs de gagner de petits salaires pour des tâches supplémentaires. Zala était sur la propriété d'Alain depuis 4 mois quand elle le coupa lui aussi. Le schéma, une fois établi, devint impossible à ignorer, bien que beaucoup aient désespérément tenté de l'ignorer. Quoi qu'il en soit, la blessure d'Alain survint dans des circonstances presque identiques à celles de Leclerc. Une visite nocturne aux cabanes, une tentative d'agression, la réponse rapide et anatomiquement précise de Zala. Cette fois, elle utilisa un rasoir droit qu'elle avait dérobé de la propre trousse de rasage d'Alain, découverte cachée sous son lit lors de sa rotation de nettoyage de la maison principale. Alain, contrairement à Leclerc, survécut à ses blessures avec une santé légèrement meilleure. Le docteur Jacques, appelé une fois de plus pour soigner un traumatisme non divulgué, nota dans son journal que les dégâts étaient sévères, mais pas totalement catastrophiques. Alain conserva une certaine fonction, bien qu'il ne fût jamais père des enfants dont il discutait avec de potentielles secondes épouses quelques semaines seulement avant l'incident. Le deuxième procès attira une foule plus nombreuse. Des gens voyagèrent d'aussi loin que Port-au-Prince pour y assister, sentant que le cas de Zala Kofo était devenu quelque chose de plus qu'une procédure légale. C'était un référendum sur des questions que la colonie ne voulait pas se poser. Quelle quantité de violence était justifiée en légitime défense? La propriété pouvait-elle se défendre contre son propriétaire? Que se passait-il lorsque les positions absolues de la loi rencontrèrent des situations qui défiaient les réponses absolues? Cette fois, Zala témoigna, René le permit, malgré les objections furieuses du procureur, et pendant 2 heures, elle décrivit sa vie avec une clarté qui mit plusieurs jurés visiblement mal à l'aise. Elle parla d'avoir été vendue loin de sa mère à 18 ans. Elle décrivit le schéma des visites de Leclerc le mardi soir, la manière dont les autres femmes dans la cabane apprenaient à devenir invisibles, à feindre un sommeil si complet qu'elles auraient aussi bien pu être mortes. Elle expliqua avec un calme troublant qu'après Leclerc, elle avait présumé, à tort, s'est-il avéré, que sa réputation la protégerait de futures agressions. « Je pensais, dit-elle en regardant droit le jury, qu'une fois qu'un homme saurait de quoi j'étais capable, il choisirait différemment. Je me trompais à ce sujet. Monsieur Alain savait exactement ce qui était arrivé à Monsieur Pierre. Il m'a acheté quand même. » Le procureur, un homme au visage rubicond nommé Jules Valois, exigea de savoir si elle éprouvait le moindre remords. La réponse de Zala serait citée dans les journaux jusqu'à Bordeaux, à l'Est. « Je regrette que cela ait été nécessaire. Je ne regrette pas de m'être défendu. » Le second jury délibéra pendant 11 heures. Ils retournèrent le même verdict. Non coupable. Alain la vendit immédiatement, cette fois pour $420. Le prix en baisse reflétait ce que tout le monde dans la colonie française de Saint-Domingue savait maintenant. Acheter Zala Kofo signifiait accepter certains risques. Son propriétaire suivant, Étienne Moreau, croyait apparemment être immunisé contre ces risques. Il exploitait une égreneuse de coton et un petit moulin près de la rivière Artibonite, employait 3 autres travailleurs et se considérait comme un maître progressiste parce qu'il permettait à ses gens de se marier et d'entretenir de petits lopins de jardin. Étienne tint 9 mois avant que Zala ne le coupe. Même schéma, même résultat. Une visite nocturne, une tentative d'agression, une blessure précise qui mit fin à sa capacité de reproduction. Cette fois, elle utilisa un couteau d'office de la cuisine, sa lame affûtée comme un scalpel sur la meule. Le docteur Jacques, appelé pour la 3e fois pour traiter des blessures qu'il trouvait de plus en plus troublantes, commença à tenir des notes détaillées sur la constance de la technique de Zala. Dans son journal intime, il écrivit « Elle possède une connaissance de l'anatomie humaine qui serait impressionnante chez un étudiant en médecine. » Comment elle a acquis cette connaissance, je ne parviens pas à le comprendre.
Le troisième procès attira l'attention nationale. Des journaux abolitionnistes à Nantes publièrent des éditoriaux louant la résistance de Zala. Des publications pro-esclavagistes appelèrent à son exécution immédiate, arguant que 3 agressions distinctes prouvaient la préméditation et la malveillance. Une délégation de propriétaires de plantations adressa une pétition au gouverneur territorial pour qu'il intervienne, affirmant que la liberté continue de Zala mettait en péril le tissu même de la société civilisée. Mais le schéma se maintint. Malgré des preuves accablantes, malgré le témoignage d'Étienne, malgré le fait que le procureur ait fait venir 3 médecins distincts pour décrire les blessures en détail clinique, le jury l'acquitta. Cette fois, la délibération prit 15 heures et 2 jurés admirent plus tard à un journal qu'ils croyaient Zala coupable en vertu de la loi, mais qu'ils ne pouvaient se résoudre à la condamner. Étienne ne vendit pas Zala. Il l'affranchit. Les documents d'affranchissement déposés en décembre 1851 citaient des différences irréconciliables de tempérament et incluaient une clause interdisant à Zala de retourner dans la paroisse de l'Artibonite. Il lui paya 75 $, le salaire d'1 an pour un travail qualifié, et organisa son transport vers Port-de-Paix Saint-Domingue, où une petite communauté noire libre s'était établie le long de la rivière. Zala vécut à Port-de-Paix, Saint-Domingue, pendant 3 ans. Elle travailla comme couturière, gagnant suffisamment pour louer une petite chambre au-dessus d'une épicerie. Elle apprit à lire et à écrire avec plus de fluidité, suivant des cours du soir dispensés par un enseignant janséniste qui ne posait pas de questions sur son passé. Elle aurait pu rester là, se construisant une vie tranquille, loin des événements qui avaient fait murmurer son nom avec peur à travers la colonie française de Saint-Domingue. Mais en mai 1854, elle revint. Elle retraversa la frontière vers le territoire indigène, parcourut les 69 kilomètres jusqu'à Cap-Français et se présenta au tribunal. Elle voulait témoigner dans un procès, non pas le sien, mais celui d'une autre femme accusée d'avoir agressé son maître dans des circonstances similaires. Juste au moment où nous pensions avoir tout vu, l'horreur dans l'histoire de Zala Kofo s'intensifie. Si cette histoire vous donne la chair de poule, partagez cette vidéo avec un ami qui aime les mystères sombres. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour soutenir notre contenu et n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer des histoires comme celle-ci. Découvrons ensemble ce qui se passe ensuite. La femme que Zala voulait défendre s'appelait Abeni. Pas de nom de famille enregistré, 19 ans, accusée d'avoir frappé son maître avec un tisonnier après qu'il eut forcé l'entrée de sa cabane. Le maître d'Abeni avait survécu avec une clavicule cassée et de graves contusions. Contrairement au cas de Zala, qui impliquait des schémas clairs de tentatives d'agression, la défense d'Abeni était moins certaine. Le maître prétendait qu'il vérifiait des rapports de maladie, qu'Abeni avait attaqué sans provocation. L'apparition de Zala dans la salle d'audience provoqua une controverse immédiate. Le juge colonial René Dechamps, maintenant âgé de 63 ans et de plus en plus las des contradictions impossibles de la colonie française de Saint-Domingue, refusa d'abord son témoignage. Elle n'était pas témoin des événements en question. Elle n'avait aucune qualité pour agir dans l'affaire, mais Zala avait anticipé ses objections. Elle apporta des documents, 4 ans de correspondance avec d'autres femmes dans 3 territoires, des lettres décrivant des incidents similaires, des schémas d'agression et de représailles, les issues judiciaires qui s'ensuivirent. Elle avait collecté ces récits depuis son arrivée à Port-de-Paix, Saint-Domingue, utilisant son alphabétisation et son salaire pour maintenir un réseau d'informations dont peu de gens connaissaient de l'existence. Certaines lettres venaient de femmes libres. Beaucoup venaient de personnes encore asservies, passées clandestinement par des réseaux que Zala avait cultivés avec une tranquille persistance. René examina la correspondance dans ces quartiers. Ce qu'il lut le perturba suffisamment pour qu'il prenne une décision sans précédent. Il permettrait à Zala de témoigner, non pas en tant que témoin des faits, mais en tant que ce qu'il appela une experte en matière de légitime défense contre l'agression sexuelle. L'accusation protesta violemment. Le procureur général territorial,
menaça de déposer une plainte contre René auprès de la magistrature fédérale. Le juge s'en moquait, il était mourant. Tout le monde le savait. Bien que le diagnostic officiel n'arrivât pas avant 1 an, et il avait passé 2 décennies à regarder le système juridique se plier en forme impossible pour éviter de poser les questions qui comptèrent le plus. Zala témoigna pendant 3 jours. Elle décrivit le schéma qu'elle avait documenté. L'heure de la nuit à laquelle les agressions se produisaient généralement, les excuses que les maîtres donnaient pour visiter les cabanes, la manière dont les communautés de personnes asservies développaient des systèmes d'alerte et des stratégies de protection. Elle expliqua l'anatomie de l'autodéfense, pourquoi certaines blessures étaient un moyen de dissuasion plus efficace que d'autres, comment la précision importait lorsque la force physique était inégale. Le procureur, le même Jules Valois, qui n'avait pas réussi à condamner Zala 3 fois, tenta à plusieurs reprises de lui faire admettre la préméditation, de reconnaître qu'elle avait planifié ses attaques à l'avance. À chaque fois, Zala donna la même réponse. « Je me suis préparé à la possibilité de devoir me défendre. Ce n'est pas la même chose que de planifier d'attaquer quelqu'un. » Abeni fut acquitté. Le verdict tomba après 19 heures de délibération. Le jury fut dans l'impasse à plusieurs reprises avant de finalement s'accorder. Le président du jury dit plus tard à un journal que le témoignage de Zala avait été le facteur décisif, non pas parce qu'il prouvait l'innocence d'Abeni, mais parce qu'il leur avait fait comprendre des choses auxquelles nous préférerions ne pas penser. Le retour de Zala dans la colonie française de Saint-Domingue déclencha quelque chose d'inattendu. D'autres femmes commencèrent à la chercher. Elles venaient la nuit en secret, voyageant parfois 30 ou 48 kilomètres pour lui parler. Elles apportaient des questions sur la manière de se protéger, sur les conséquences légales de la résistance, sur la question de savoir si le tribunal de René représentait un réel changement ou simplement une aberration temporaire. Zala répondait à leurs questions avec la même précision calme qu'elle apportait à tout. Elle leur enseignait l'anatomie, non pas à partir de livres qu'elle ne pouvait pas transporter en toute sécurité, mais de mémoires et de diagrammes qu'elle dessinait dans la terre ou la cendre. Elle expliquait quelles blessures étaient les plus efficaces, lesquelles laissaient le moins de place aux représailles, lesquelles pouvaient être défendues au tribunal comme une réponse proportionnée à l'agression. Elle n'encouragea jamais la violence. Elle fournissait simplement des informations et laissait chaque femme décider par elle-même ce qu'elle ferait de cette connaissance. Les propriétaires de plantations remarquèrent, bien sûr qu'ils remarquèrent. Entre 1854 et 1856, il y eut 9 incidents distincts dans les colonies françaises de Saint-Domingue et de la Guadeloupe. Des cas où des femmes asservies blessèrent des maîtres ou des contremaîtres qui tentaient de les agresser. Toutes les blessures n'étaient pas aussi graves que la technique signature de Zala, mais le schéma était indubitable, précis, calculé, visant des cibles anatomiques spécifiques conçues pour mettre fin à la capacité de reproduction. Un groupe de 23 propriétaires de plantations forma ce qu'ils appelèrent le Comité de protection de la propriété territoriale. Ils engagèrent un avocat de Bordeaux, un expert dans ce qu'on appelait par euphémisme le droit de l'insurrection servile. Son nom était Émile Gauthier, et il avait instruit avec succès des dizaines d'affaires impliquant des rébellions et la résistance des esclaves. Il vint dans la colonie française de Saint-Domingue avec un seul objectif, trouver un mécanisme légal pour accuser Zala Kofo de quelque chose qui tiendrait la route. Émile ne pouvait pas l'accuser des agressions initiales. Elle avait été acquittée, et le principe non bis in idem la protégeait. Il ne pouvait pas l'accuser d'enseigner la lecture et l'écriture, car elle était désormais une femme libre, au-delà de ses restrictions. Mais il trouva autre chose, conspiration, en vue de commettre une mutilation. C'était un statut obscur, rarement utilisé, basé sur la common law anglaise du XVIIe siècle. L'accusation ne nécessitait pas la preuve que Zala avait directement participé à une quelconque attaque, seulement qu'elle avait fourni la connaissance et l'encouragement qui avaient conduit aux blessures.
Le quatrième procès commença en août 1856. Cette fois, l'accusation appela 17 témoins, des maîtres qui avaient été blessés, des contremaîtres qui témoignèrent avoir vu Zala rencontrer des femmes qui avaient plus tard commis des agressions. Même une femme qui prétendit que Zala lui avait explicitement montré où couper. La salle d'audience était bondée. Des agents fédéraux montèrent la garde, anticipant la violence. Le juge colonial René Dechamps, visiblement frêle maintenant, les mains tremblant en tenant son marteau, présidait ce que tout le monde savait être sa dernière affaire d'importance. L'équipe de défense de Zala, 3 avocats du barreau nouvellement formés de la colonie française de Saint-Domingue, qui s'étaient portés volontaires, argua que l'enseignement de la légitime défense ne pouvait constituer une conspiration. Ils firent venir des experts médicaux qui témoignèrent que les blessures, bien que graves, étaient rarement mortelles. Ils présentèrent des preuves que chaque femme qui avait été accusée suite à ces incidents avait été acquittée au motif de la légitime défense. Mais Émile était habile. Il reformula brillamment la question. N'y avait-il pas une différence entre l'autodéfense spontanée et une action calculée et préméditée? Les leçons de Zala ne constituaient-elles pas une planification? La constance des blessures à travers de multiples incidents ne suggérait-elle pas une coordination plutôt que des actes individuels désespérés? Le témoignage révéla quelque chose qui horrifia l'accusation alors même qu'elle le présentait. Zala n'enseignait pas seulement l'anatomie, elle documentait tout. Dans une chambre louée au-dessus d'une pension à Cap-Français, les enquêteurs trouvèrent 47 lettres, 6 journaux intimes et des registres détaillés d'agressions, de poursuites et d'issues judiciaires dans 5 territoires. Zala constituait une archive complète de la résistance, un registre de ce qui fonctionnait légalement et de ce qui ne fonctionnait pas. Quel juge était sympathique et quel procureur pouvait être déjoué. C'était, en substance, un manuel de résistance, non pas un appel à la rébellion ou à la violence, mais un guide prudent et méthodique pour l'autodéfense et les stratégies légales qui pourraient protéger celles qui se défendaient. Certaines pages contenaient des dessins médicaux. D'autres contenaient des transcriptions d'arguments juridiques qui avaient réussi au tribunal. Un journal documentait les noms et les issues de 43 femmes qui avaient été accusées d'avoir agressé leur maître. 37 furent acquittés, 4 condamnés pour des charges moindres, 2 exécutés. Émile brandit ces documents lors de sa plaidoirie finale. « Ceci, dit-il, n'est pas de l'autodéfense spontanée, c'est de la résistance organisée. C'est une campagne délibérée pour saper la structure fondamentale de notre société. » L'avocat principal de Zala, un jeune homme nommé Laurent Dufour, qui avait déménagé dans la colonie française de Saint-Domingue spécifiquement pour contester l'esclavage par des moyens légaux, se leva pour sa déclaration finale. Il parla pendant 2 heures, ces mots préservés plus tard dans des transcriptions judiciaires que les abolitionnistes réimprimeraient et distribueraient pendant des décennies. « Messieurs les jurés, dit-il, vous avez entendu l'accusation décrire une conspiration. Je vous demande de considérer quel genre de conspiration ne nécessite aucun secret, aucune réunion cachée, aucun message codé, parce qu'elle consiste entièrement à enseigner aux femmes comment se protéger contre une agression. Monsieur Émile appelle cela de la résistance organisée. J'appelle cela la conséquence naturelle d'un système qui n'offre aucune autre protection. Zala Kofo n'a pas créé le besoin de cette connaissance. Ce besoin existait bien avant qu'elle ne commence à le documenter. Elle a simplement donné aux femmes les informations dont elles avaient besoin pour survivre. Le jury délibéra pendant 4 jours. Pendant ce temps, Cap-Français exista dans un état de tension suspendu. Les troupes fédérales patrouillaient dans les rues, anticipant des émeutes. Des propriétaires de plantations de toute la colonie se rassemblèrent dans les hôtels, comparant leurs notes sur les travailleurs devenus difficiles depuis le retour de Zala. Pendant ce temps, un groupe de résidents noirs libres et de blancs sympathisants organisa une présence continue à l'extérieur du tribunal, attendant silencieusement le verdict. Le juge colonial René Dechamps utilisa ces 4 jours pour écrire sa propre déclaration finale, non pas un document légal, mais une lettre personnelle à sa fille à Paris.
La lettre survécut dans les archives familiales et fut finalement publiée en 1889. Il y écrivit « J'ai présidé des centaines d'affaires au cours de mes 20 ans sur ce banc. J'ai condamné des hommes à la potence, dissous des mariages, arbitré des litiges de propriété valant des milliers de dollars. Mais aucune de ces affaires ne m'a demandé de confronter la question centrale que les procès de Zala-Kofo ont imposée à cette colonie. Un système juridique construit sur des droits de propriété absolus peut-il reconnaître que certaines formes de propriété ont le droit de se défendre ? Nous avons construit un édifice légal qui dépend du fait que certaines personnes soient des choses plutôt que des humains. Et puis nous agissons choqués lorsque ces personnes nous rappellent qu'elles sont en fait humaines. Zala-Kofo n'est coupable que d'un seul crime, refuser d'accepter la prémisse que son corps appartient à quelqu'un d'autre qu'elle-même. La lettre ne fut jamais envoyée. René mourut d'une insuffisance cardiaque le 3e jour de la délibération du jury, s'effondrant dans ses quartiers alors qu'il examinait la jurisprudence. Sa mort choqua la colonie. Il était malade depuis des mois, mais sa présence avait semblé permanente, aussi fixe que le tribunal lui-même. Le procès fut suspendu pour 3 jours de deuil, puis repris sous le juge Christophe Laval, un homme plus jeune avec significativement moins de patience pour les complexités juridiques. Lorsque le jury revint enfin, son président semblait épuisé. Il lut le verdict d'une voix à peine audible au-delà du premier rang. Non coupable de tous les chefs d'accusation, mais il ne s'arrêta pas là. Dans un ajout sans précédent au verdict standard, il lut une déclaration que le jury avait rédigée collectivement. Nous déclarons l'accusé non coupable de conspiration car nous ne pouvons, en bonne conscience, criminaliser l'acte d'enseigner aux femmes comment se protéger contre une agression. Cependant, nous reconnaissons les préoccupations soulevées par l'accusation concernant l'organisation et la documentation de cette connaissance. Par conséquent, nous recommandons que les autorités coloniales établissent des protections juridiques claires pour les personnes asservies contre l'agression sexuelle par leur maître, rendant ainsi une telle instruction à l'autodéfense inutile. La salle d'audience fut plongée dans un silence stupéfait. La déclaration du jury était juridiquement vide de sens. Les jurys décidaient des faits, pas de la politique, mais ses implications étaient explosives. Ils avaient essentiellement déclaré que le problème n'était pas les actions de Zala, mais le système qui rendait ces actions nécessaires. Émile déposa immédiatement un recours auprès des autorités coloniales, arguant que le jury avait outrepassé son mandat. Le comité de protection de la propriété territoriale annonça une prime de 500 $ pour toute information menant à la condamnation de Zala pour n'importe quelle charge. Plusieurs journaux publièrent des éditoriaux appelant à son exil ou à son incarcération pour vagabondage. Mais quelque chose avait changé. Le consensus qui existait auparavant parmi la population blanche de la colonie française de Saint-Domingue, selon lequel le système lui-même était au-dessus de tout soupçon, s'était fracturé. Des pasteurs presbytériens commencèrent à prêcher des sermons sur la complexité morale au sein d'une institution immorale. La législature coloniale reçut des pétitions de groupes de femmes à Port-au-Prince et à Cap-Français, demandant exactement ce que le jury avait recommandé, des protections légales contre l'agression. Rien ne résulta de ces pétitions. Le gouvernement colonial, dominé par les intérêts des plantations, n'avait aucune intention de saper les droits de propriété qui formaient la base de son économie. Mais la conversation avait changé. L'affaire Zala-Kofo avait forcé des questions dans l'espace public qui ne pouvaient plus être complètement étouffées. Zala elle-même semblait étrangement détachée de la controverse qui l'entourait. Elle continua à vivre à Cap-Français, travaillant comme couturière, maintenant sa correspondance avec des femmes dans de multiples territoires. Elle assistait au service de la congrégation épiscopale méthodiste africaine, chantait dans la chorale, vivait une vie qui semblait presque agressivement normale, compte tenu du chaos que ses procès avaient créé. Mais elle se préparait aussi. Dans les 18 mois qui suivirent son 4e acquittement,
Elle commença à transférer ses documents vers un réseau de lieux sûrs, des églises, des maisons privées, même une maison du Conseil des communautés marronnes, où un délégué sympathique accepta de stocker un coffre de lettres dans les archives tribales. Elle créait une redondance, s'assurant que même si un lieu était perquisitionné, l'information survivrait. Elle commença également à former d'autres personnes pour continuer le travail. 3 femmes, 2 anciennement asservies, une née libre, étudièrent avec elle pendant des mois, apprenant non seulement l'anatomie et les stratégies légales, mais aussi les méthodes méticuleuses de documentation qui rendaient son archive précieuse. Elles apprirent à écrire clairement et concise, à préserver les dates et les détails, à distinguer la rumeur du fait vérifié. En décembre 1857, 2 agents fédéraux arrêtèrent Zala sous l'accusation de fraude postale. L'accusation était technique, absurde en apparence. Ils prétendaient qu'elle utilisait le système postal pour distribuer des informations qui mettaient en danger la sécurité publique. Les preuves étaient minces. Quelques lettres confisquées, le témoignage d'un maître de poste qui admit avoir subi des pressions pour surveiller sa correspondance. Tout le monde comprit que c'était simplement la dernière tentative de la réduire au silence par des mécanismes légaux. Ce procès fut différent des 4 précédents. Le juge Christophe Laval fit clairement savoir dès l'ouverture qu'il ne tolérerait pas de longs témoignages sur l'autodéfense ou l'abus systémique. La question, insista-t-il, était simple. Zala Kofo avait-elle violé les règlements postaux fédéraux? Tout le reste était hors de propos. Le procès dura 2 jours. Le jury retourna un verdict de culpabilité en 40 minutes. Christophe la condamna à 18 mois de détention fédérale à la prison militaire de Rochefort, en France, suivi d'un exil permanent de la colonie française de Saint-Domingue. Alors que les agents l'escortaient hors du tribunal, Zala se retourna et parla directement à la galerie, sa voix suffisamment claire pour être entendue dans les derniers rangs. Ils peuvent exiler une femme, ils ne peuvent pas exiler la connaissance que j'ai partagée. Souvenez-vous de cela. La prison militaire de Rochefort, en France, en 1858, était une installation militaire qui servait de pénitencier fédéral pour les colonies. Zala arriva en janvier, enchaîné dans un chariot avec 3 autres prisonniers, et fut affecté à la section des femmes, un bâtiment en calcaire qui abritait 17 femmes condamnées pour des crimes allant du vol au meurtre. Le bâtiment lui-même racontait une histoire de priorité institutionnelle. Construite en 1847, la section des femmes occupait ce qui avait été à l'origine un entrepôt. 3 longues salles avec de petites fenêtres placées haut sur les murs, conçues davantage pour la ventilation que pour la lumière. Les murs en calcaire suintaient l'humidité en hiver, créant une moiteur perpétuelle qui pénétrait les vêtements, les couvertures, tout. En été, les mêmes murs retenaient la chaleur comme un four, rendant les quartiers exigus presque insupportables. Chaque salle abritait 6 femmes dormant sur d'étroites plateformes en bois, avec de fins matelas de paille qui abritaient des punaises de lit et des poux. Les conditions étaient sévères, mais pas intentionnellement cruelles. Ou plutôt, la cruauté était systémique et non personnelle. Les gardes, une rotation de 3 hommes supervisés par une matrone nommée Madame Clémence, traitaient les détenus avec une efficacité détachée. Ils n'étaient pas brutaux. Ils faisaient simplement respecter les règles avec une constance mécanique, silence pendant les heures de travail, déplacement en file indienne entre les bâtiments, aucun contact physique entre les détenus, présence obligatoire à tous les repas et services religieux, quelle que soit la santé ou les circonstances. Les détenus travaillaient à la buanderie pendant la journée, lavant les uniformes de la garnison. Des centaines de kilos de laine et de coton frottés à la main dans de l'eau bouillante, essorée et suspendue pour sécher par tous les temps. Le travail détruisait les mains et les dos avec une impartialité démocratique. Les femmes qui n'avaient jamais fait de travail manuel auparavant travaillaient aux côtés de celles qui avaient passé leur vie dans les champs ou les usines. À la fin du 1er mois, les mains de toutes se ressemblaient, gercées, saignantes, perpétuellement à vif à cause du savon corrosif et de l'eau chaude.
Elle pouvait écrire des lettres, bien que toute correspondance fût lue par les gardes avant d'être envoyée. Elles assistaient aux services religieux obligatoires du dimanche, dirigés par un aumônier jésuite nommé Père Louis Fouché, qui favorisait les longs sermons sur le repentir et la rédemption. Son thème favori était le concept de justice divine, comment les punitions terrestres préparaient l'âme au salut céleste. Il ne regardait jamais directement les détenus en prêchant, fixant plutôt son regard sur un point légèrement au-dessus de leur tête, comme s'il s'adressait non pas aux femmes elles-mêmes, mais aux péchés qu'elles représentaient. Zala s'adapta avec la même précision calme qu'elle avait apportée à tout dans sa vie. Elle travaillait efficacement au bac de lavage, ses mouvements économiques et pratiqués. Elle ne causait pas de problème, répondait promptement aux ordres, gardait ses pensées pour elle-même. Les autres détenus connaissaient sa réputation. Plusieurs avaient lu des articles sur ses procès dans les journaux, et la nouvelle avait voyagé rapidement dans les quartiers confinés, mais Zala ne confirmait ni ne niait les histoires. Interrogée directement par une femme nommée Catherine, une faussaire de Saint-Louis, Zala dit simplement « Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour des raisons qui avaient un sens à l'époque. Ce que vous avez entendu est probablement assez proche de la vérité. » La section des femmes développa sa propre hiérarchie sociale, comme le font toutes les populations confinées. Il y avait les politiques, des femmes comme Zala, condamnées pour des crimes ayant des dimensions idéologiques. Il y avait les malchanceuses, des femmes condamnées pour vol ou prostitution, des crimes de pauvreté plutôt que d'intention. Et il y avait les dangereuses, 3 femmes condamnées pour meurtre, qui occupaient un espace psychologique distinct du reste. Les politiques et les malchanceuses se mélangeaient assez librement. Les dangereuses étaient évitées autant que possible, leur présence reconnue seulement lorsque c'était absolument nécessaire. Zala se retrouva à occuper une position inhabituelle dans cette hiérarchie. Ses crimes étaient violents, ce qui aurait dû la placer parmi les dangereuses. Mais la spécificité de sa violence, le fait qu'elle ait été défensive plutôt que prédatrice, lui donnait une sorte de distance respectée. Les femmes venaient la voir pour lui demander conseil, pas sur la violence, mais sur la navigation. Comment endurer, comment maintenir sa dignité dans des circonstances conçues pour vous la retirer? Comment s'accrocher à soi-même quand l'institution voulait que vous disparaissiez dans votre crime? Elle les conseillait avec la même clarté qu'elle avait apportée à tout le reste. Aux jeunes femmes, terrifiées par les années à venir, comptez les jours si cela aide, ou ne les comptez pas du tout. Trouvez un rythme qui rend le temps supportable plutôt que torturant. Aux femmes plus âgées, épuisées par des incarcérations répétées, vous connaissez ce système mieux que les gardes. Utilisez cette connaissance. Soyez invisible quand cela vous sert, visible quand cela vous protège. À toutes, écrivez des lettres, documentez tout. Le seul pouvoir que nous ayons est celui de rester dans les mémoires avec précision. Ce que les autorités ne savaient pas, c'est que Zala avait anticipé cette issue. Avant son procès final, elle avait fini de transférer tous ses documents dans des lieux sûrs et avait formé ses 3 successeurs suffisamment pour qu'elle puisse continuer le travail sans sa direction. L'archive qu'elle avait construite ne dépendait pas de sa présence physique. Elle existait maintenant sous forme distribuée dans 3 territoires, dans des églises et des maisons privées et des archives tribales, copiées et recopiées par des femmes qui comprenaient sa valeur. Une de ses successeurs, Naïma, réussit à faire passer une lettre qui parvint à Zala en mars, acheminée clandestinement par un réseau impliquant un sympathisant et la femme d'un garde aux sympathies abolitionnistes. La lettre était brève, rédigée dans un code prudent qui n'éveillerait pas les soupçons si elle était interceptée. Le jardin que vous avez planté continue de croître. Nous avons récolté des graines et les avons replantées dans de nouveaux endroits. Les variétés que vous avez cultivées s'épanouissent dans des conditions pour lesquelles vous les aviez préparées. Nous en prenons soin et pensons à vous avec gratitude. Zala lut la lettre 3 fois, puis la brûla dans le poêle à charbon de la buanderie, regardant le papier noircir et s'enrouler. L'information était suffisante.
son travail continuait. Cette connaissance lui procura une sorte de paix qu'elle ne s'attendait pas à trouver entre les murs de calcaire de la prison militaire de Rochefort, en France. Mais la prison avait fourni quelque chose que Zala n'avait pas totalement anticipé. Du temps pour penser, pour réfléchir, pour considérer si le chemin qu'elle avait choisi en valait le coup. Dans des lettres à ses amis de Cap Français, des lettres que les gardes lisaient mais ne parvenaient pas à censurer, car elles ne contenaient rien d'explicitement illégal, elle commença à articuler une compréhension plus complexe de ses propres actions. « J'ai fait ce que je jugeais nécessaire », écrivit-elle à une amie en mars 1858. « Je le referai dans les mêmes circonstances. Mais je me demande parfois si je me suis tellement concentré sur l'acte immédiat de résistance que j'ai omis d'imaginer ce qui pourrait venir après. Nous défendre contre l'agression est essentiel. Mais que vient-il ensuite ? Comment passons-nous de la résistance à la liberté ? Comment construisons-nous des vies qui n'exigent pas que nous devenions dangereuses pour survivre ? » Dans une autre lettre écrite en avril, « Les femmes ici m'ont appris quelque chose d'inattendu. Beaucoup d'entre elles ont commis leur crime par désespoir plutôt que par principe. Une femme a volé du pain parce que ses enfants mouraient de faim. Une autre a tué un homme qui la battait depuis des années. Leurs histoires me rappellent que la résistance prend de nombreuses formes, pas toutes calculées ou stratégiques. Parfois, la survie elle-même est une résistance. Parfois, le simple fait de continuer à exister, de refuser d'être effacé, est l'acte le plus radical possible. » Ces lettres circulèrent au sein de son réseau, copiées et discutées dans des conversations à voix basse. Elles révélaient une Zala Kofo plus réfléchie et en conflit que la figure qui émergeait des transcriptions judiciaires et des articles de journaux. Non pas une simple héroïne ou méchante, mais une femme aux prises avec les conséquences de ses choix, tentant d'articuler une philosophie de la résistance qui allait au-delà de ses propres circonstances spécifiques. La routine carcérale avait une qualité anesthésiante que certaines détenues trouvaient réconfortante et d'autres exaspérante. Lever à 5h30, petit déjeuner de gruau de maïs et café de chicorée. Travail de 7h à midi, déjeuner de pain et soupe de haricots. Travail de 13h à 18h, dîner de plus de pain, parfois avec du porc salé. Extinction des feux à 20h. Le dimanche ne variait que par l'ajout de 2 services religieux, matin et soir, qui encadraient une journée de repos, forcée, ressemblant davantage à un confinement prolongé. Zala marquait le temps par les changements de lumière à travers les hautes fenêtres, par la manière dont l'angle du soleil se déplaçait sur le sol de la buanderie au fil des saisons. Le printemps apportait des jours plus longs et l'odeur de l'herbe de la prairie à travers les petites bouches d'aération. L'été apportait une chaleur étouffante et le son lointain des exercices militaires. L'automne apportait un air plus frais et la formation des oies sauvages au-dessus. Leurs cris parvenaient d'une manière ou d'une autre jusqu'aux bâtiments de pierre. L'hiver apportait l'obscurité et un froid qui pénétrait tout. En juillet 1858, 6 mois après le début de sa peine, quelque chose d'inattendu se produisit. Un groupe de femmes adressa une pétition au gouverneur colonial pour la libération anticipée de Zala, arguant qu'elle avait été condamnée pour des motifs techniques qui n'auraient pas tenu si le but réel n'avait pas été de la réduire au silence. La pétition contenait 127 signatures, des femmes blanches, des femmes noires, des femmes Creek et Cherokee, franchissant des frontières raciales et légales qui se chevauchaient rarement. La pétition elle-même était un document remarquable, soigneusement rédigé pour éviter tout langage incendiaire, tout en faisant clairement passer son message. Elle reconnaissait que Zala avait été condamné pour fraude postale, mais démontrait systématiquement pourquoi cette condamnation représentait une erreur judiciaire. Elle notait que les règlements postaux qu'elle aurait violés étaient appliqués de manière incohérente. Des dizaines de personnes utilisaient régulièrement le système de courrier à des fins similaires, sans être poursuivies. Elle soulignait que le procès avait été inhabituellement bref, que les preuves de poursuite sélective avaient été exclues, que la peine était disproportionnée par rapport au délit. Plus significativement,
La pétition arguait que le véritable crime de Zala avait été d'enseigner aux femmes comment se défendre contre l'agression, un service qui devrait être reconnu comme un bien public plutôt qu'une conspiration criminelle. Ce langage était audacieux, potentiellement dangereux pour les signataires. Pourtant, 127 femmes étaient prêtes à y apposer leur nom. Le gouverneur Jean Rivaud, un homme politique nommé, rejeta la pétition sans commentaire. Mais son existence importait. Elle démontrait que l'influence de Zala s'étendait au-delà des communautés de personnes asservies et anciennement asservies, que son message avait atteint des femmes qui avaient tout à perdre en s'associant à sa cause. Plusieurs signataires étaient des épouses d'officiers militaires stationnés dans des forts des colonies de la Guadeloupe et de Saint-Domingue. D'autres étaient des enseignantes, des commerçantes, des épouses de fermiers, des femmes respectables qui prenaient un risque social considérable en signant. La nouvelle de la pétition parvint à la prison militaire de Rochefort, en France, par des canaux informels. Madame Clémence, la matrone, le mentionna lors d'une inspection de la buanderie, son ton soigneusement neutre. « Il semble que vous ayez des amis qui font du bruit en votre nom. Cela n'aboutira à rien, mais c'est quelque chose. » Zala absorba l'information sans réaction visible. Mais cette nuit-là, allongée sur son étroite plateforme, elle s'autorisa un moment de quelque chose qui approchait l'espoir. Pas l'espoir d'une libération anticipée. Elle était trop réaliste pour cela. Mais l'espoir que son travail survivrait à son confinement, que la graine qu'elle avait plantée continuerait à porter ses fruits. La pétition eut une conséquence inattendue. Elle accrut la surveillance de Zala à l'intérieur de la prison. Le colonel Charles Beaumont s'inquiéta qu'elle puisse être en train d'organiser les détenus ou d'utiliser sa correspondance pour coordonner des activités de résistance. Il ordonna que toutes ces lettres soient lues plus attentivement, toutes ces interactions observées de plus près. Madame Clémence fut instruite de signaler tout comportement suspect, toute tentative de former des alliances ou de partager des informations. Mais Zala avait anticipé cela aussi. Elle avait été prudente dès le début pour maintenir des relations amicales mais superficielles avec les autres détenus. Elle offrait des conseils lorsqu'on lui en demandait, mais n'initiait jamais de discussion politique. Ses lettres à ses amis étaient soigneusement rédigées pour ne contenir rien d'exploitable. Des expressions de gratitude pour le soutien, des réflexions sur la routine carcérale, des questions sur la santé et le bien-être de ses amis. Si les autorités cherchaient des preuves de conspiration, elles ne trouvèrent rien. Le mois d'août apporta une vague de chaleur qui transforma la section des femmes en quelque chose s'approchant de la torture. Les murs de calcaire, qui retenaient si efficacement le froid en hiver, retenaient maintenant la chaleur avec une efficacité égale. Des femmes s'évanouissaient au bac de lavage. Les matelas de paille devinrent des foyers pour les insectes qui semblaient prospérer dans les conditions oppressantes. Madame Clémence demanda la permission d'ajuster l'horaire de travail, permettant aux détenus de travailler pendant les heures plus fraîches du matin, mais le colonel Charles rejeta la demande. Les règles sont les règles. Le maintien de la discipline exigeait de la constance. 3 femmes moururent en août, une d'insolation, 2 de dysenterie, qui se propagea dans les quartiers confinés avec une vitesse terrifiante. Les décès furent consignés objectivement dans les registres de la prison. Nom, date, cause. Les corps furent enterrés dans le cimetière de la prison avec une cérémonie minimale. La vie continua avec une indifférence mécanique. Zala survécut à la chaleur grâce aux mêmes stratégies qui l'avaient aidé à surmonter les épreuves précédentes. Une hydratation méthodique, un rationnement soigneux de l'énergie, une discipline mentale qui lui permettait de séparer sa conscience de l'inconfort physique immédiat. Elle avait appris ces techniques dans les champs de coton sous le soleil d'Afrique, les avait affinées pendant le voyage vers la colonie française de Saint-Domingue et les appliquait maintenant dans ce nouveau contexte. La douleur était inévitable. La souffrance était un choix dans la manière dont vous traitiez cette douleur. En septembre, alors que les températures commençaient enfin à se modérer, Zala avait perdu un poids qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre.
Ses mains, déjà abîmées par le travail à la buanderie, développèrent des plaies qui ne guérissaient pas correctement dans les conditions humides. Elle développa une toux. Rien de grave au début, juste une irritation persistante qui rendait le sommeil difficile. Madame Clémence le remarqua, mais ne le signala pas. Les affections mineures étaient courantes et se résolvaient généralement d'elles-mêmes. Attirer l'attention sur chaque toux ou douleur créerait une paperasserie que personne ne voulait. En octobre, la toux s'aggrava. Zala commença à avoir des fièvres occasionnelles. Rien de dramatique, mais persistant. Elle continua à travailler. Arrêter signifierait perdre des privilèges, peut-être faire face à une punition pour simulation. Mais son efficacité diminua. Les tâches qui prenaient 1 heure prenaient maintenant 90 minutes. D'autres détenus remarquèrent et ajustèrent silencieusement leur propre travail pour compenser maintenant la production attendue pour que les gardes ne posent pas de questions. Début novembre, Zala ne pouvait plus cacher la gravité de son état. La toux devint constante, des quintes terribles qui la laissaient haletante. Les fièvres montaient plus haut, la laissant parfois confuse et désorientée. Madame Clémence le signala finalement au médecin de la prison, le docteur Jacques Lambert, qui visitait la section des femmes 1 fois par semaine pour traiter les problèmes médicaux. Le docteur Jacques examina Zala le 8 novembre. Son diagnostic fut rapide et certain, pneumonie, probablement contractée par la combinaison de l'humidité, d'un système immunitaire épuisé et de l'irritation thoracique perpétuelle causée par les produits chimiques de la buanderie. Il prescrivit du repos, une meilleure nutrition et un transfert à l'infirmerie, un bâtiment séparé avec une meilleure ventilation et chauffage. Le colonel Charles approuva le transfert à l'infirmerie, mais rejeta la demande de rations améliorées. Restrictions budgétaires, expliqua-t-il. La prison fonctionnait avec des allocations fixes. Des repas spéciaux pour les détenus malades créeraient un précédent qui ne pourrait être maintenu. Jacques argua que sans une nutrition adéquate, les chances de rétablissement de Zala étaient minimes. Charles haussa les épaules. C'était une prisonnière fédérale purgeant une peine pour des crimes contre l'ordre public. L'obligation du gouvernement était de la confiner en toute sécurité, pas d'assurer son confort ou son rétablissement. L'infirmerie avait 6 lits dans une seule pièce, actuellement occupée par 4 autres patientes, 2 femmes atteintes de tuberculose. Une se remettant d'une chute qui lui avait fracturé la clavicule, une souffrant d'une maladie de dépérissement non nommée qui l'avait réduite à une fragilité squelettique. Zala fut assignée à un lit près de la fenêtre. Une bénédiction mitigée. La ventilation aidait sa respiration, mais les courants d'air aggravaient sa fièvre. Pendant 3 semaines, elle exista dans cet état particulier, entre la vie et la mort, que crée la maladie grave. Certains jours, elle semblait s'améliorer, s'asseyant pour boire du bouillon, tenant de brèves conversations avec d'autres patientes. D'autres jours, elle ne pouvait pas distinguer l'éveil du sommeil, sa conscience errant à travers des souvenirs et des rêves sans frontières claires. Elle rêvait de la Côte de l'Or, en Afrique, de sa mère, dont elle n'avait jamais su le nom, des 2 frères vendus avant qu'elle n'ait l'âge de se souvenir distinctement de leur visage. Elle rêvait de champs de coton et de la cicatrice sur son visage, et du moment où elle avait décidé que la survie exigeait de devenir dangereuse. Elle rêvait de tribunaux et de juges et de jurys qui la regardaient avec des expressions qu'elle ne pouvait toujours pas interpréter. L'horreur, oui, mais aussi quelque chose d'autre, du respect, de la peur, de la reconnaissance. Elle rêvait des femmes qu'elle avait instruites, des lettres qu'elle avait collectées, de l'archive qu'elle avait construite. Dans ses rêves, l'archive avait une forme physique, un bâtiment fait de papier et d'encre, des murs construits à partir de résistances documentées, un toit de chaume avec les histoires de femmes qui refusaient d'accepter la prémisse de leur propre impuissance. Les gens se promenaient dans ce bâtiment, lisant les murs, apprenant de la connaissance accumulée. Le bâtiment se tenait solide et permanent, imperméable au feu, aux inondations ou à la destruction délibérée. L'aumônier jésuite, le père Louis, visitait l'infirmerie tous les quelques jours.
Il s'asseyait au chevet de Zala et lui parlait de repentance, d'acceptation de la volonté divine, de la paix qui venait de l'abandon de l'orgueil et de la reconnaissance du péché. Zala écoutait quand sa conscience le permettait et l'ignorait quand elle ne le permettait pas. Lors de sa dernière visite fin novembre, elle était suffisamment lucide pour répondre. « Avez-vous déjà considéré ?» lui demanda-t-elle, sa voix à peine plus forte qu'un murmure, que peut-être certaines choses que nous appelons péchés sont en fait des refus de participer à des péchés plus grands, que se défendre n'est pas la même chose qu'attaquer quelqu'un? Louis considéra cette question avec un sérieux inattendu. La Bible est claire sur la soumission à l'autorité, dit-il finalement, sur le fait de tendre l'autre joue, de rendre à César ce qui est à César. Ces principes existent pour des raisons. Ils existent, répondit Zala, parce qu'ils sont pratiques pour les gens au pouvoir. Mais ils n'ont pas été écrits par des femmes dans des cabanes attendant des visites le mardi soir. Ils n'ont pas été écrits par des gens qui devaient choisir entre la violence et la violation. Louis n'eut pas de réponse à cela. Il s'assit en silence pendant plusieurs minutes, puis offrit une brève prière et partit. Il ne lui rendit plus jamais visite. Le docteur Jacques l'examinait quotidiennement, surveillant son état de détérioration avec un détachement professionnel qui se fissurait parfois pour révéler une frustration authentique. Il savait qu'elle était en train de mourir. Il savait que c'était évitable. Une meilleure nutrition, des pièces plus chaudes, une intervention plus précoce, n'importe lequel de ces éléments aurait pu changer la trajectoire, mais le système ne permettait pas une telle flexibilité. Alors, il documenta son déclin en termes cliniques, nota la progression des symptômes et attendit l'issue inévitable. Le 1er décembre, Zala connut une période de lucidité inattendue. La fièvre avait temporairement cessé, la laissant faible, mais l'esprit clair. Elle demanda du papier et une plume à Madame Clémence, disant qu'elle voulait écrire des lettres finales. Clémence hésita. Les détenues mourantes n'avaient généralement pas de tels privilèges. Mais quelque chose dans la demande calme de Zala la fit accepter. Zala écrivit 3 lettres cet après-midi-là, travaillant lentement, s'arrêtant fréquemment pour se reposer. La première était pour ses amis à Cap-Français, les remerciant pour leur soutien et leur demandant de continuer le travail qu'elle avait commencé. La seconde était pour Naïma et ses autres successeurs, fournissant des instructions finales pour maintenir l'archive et étendre le réseau. La troisième était adressée à la fille du juge colonial René Dechamps, à Paris. René était mort, mais Zala avait appris que sa fille s'était impliquée dans le travail abolitionniste. Dans cette dernière lettre, Zala écrivit « Votre père a compris quelque chose que beaucoup d'hommes dans sa position refusèrent de voir, que la loi sans justice n'est que violence organisée. Il m'a permis de me défendre légalement parce qu'il reconnaissait que le système qu'il servait était moralement indéfendable. J'espère que vous continuerez son travail, remettant en question les prémices que d'autres tiennent pour acquises, insistant pour que la loi serve l'humanité et non la propriété. Dites à vos enfants qu'il y eut un temps un juge dans la colonie française de Saint-Domingue qui a choisi la conscience plutôt que la convention. Dans un monde meilleur, cela ne serait pas remarquable. Dans ce monde, cela vaut la peine qu'on s'en souvienne. » Elle scella les lettres et les remit à Madame Clémence, qui promit de les envoyer. Que Clémence l'ait réellement fait reste incertain. Aucun registre de livraison n'a survécu. Mais des années plus tard, des copies de toutes les 3 lettres apparurent dans des archives historiques, suggérant qu'elles avaient atteint leur destinataire prévu et avaient été préservées. Le 2 décembre, la fièvre de Zala revint avec une intensité renouvelée. Elle perdait et reprenait conscience, sa respiration laborieuse et sifflante. Le docteur Jacques augmenta sa dose de laudanum, priorisant le confort plutôt que la lucidité. Il n'y avait plus rien qu'il puisse faire. Zala Kofo mourut peu après l'aube, du 3 décembre 1858, à l'âge de 34 ans. La cause officielle du décès fut listée comme pneumonie compliquée par un déclin physique général.
2 autres détenues étaient présentes, la femme atteinte de tuberculose et Madame Clémence, qui était restée pendant la nuit bien qu'elle ne fût pas officiellement de service. Elles rapportèrent plus tard que les derniers mots de Zala, dits si bas qu'elles faillirent les manquer, furent « Le travail continue ». Elle fut enterrée dans le cimetière de la prison cet après-midi-là, dans une tombe anonyme, à côté d'autres détenues mortes sous garde fédérale. L'emplacement était marqué seulement par un piquet de bois avec un numéro peint, 1858-17, indiquant qu'elle était la 17e prisonnière à mourir cette année-là. Aucune famille n'assista. Sa mère et ses frères avaient été dispersés par les ventes des années auparavant, leurs localisations inconnues. L'aumônier Louis lut un bref service, les mêmes mots génériques qu'il utilisait pour tous les enterrements de prisonniers, notant dans son journal que Zala était morte sans repentir pour ses crimes, mais aussi sans amertume. Madame Clémence, se tenant au bord du petit rassemblement de gardes et de détenus forcés d'assister, écrivit plus tard dans une lettre à sa sœur « J'ai vu beaucoup de femmes passer par ici, et la plupart en ressortent brisées d'une manière ou d'une autre. Zala Kofo était différente. Elle est restée elle-même jusqu'à la fin. Je ne sais pas si cela rend son histoire tragique ou triomphale. Peut-être est-ce les deux. » La nouvelle de la mort de Zala parvint à la colonie française de Saint-Domingue 2 semaines plus tard, portée par un courrier militaire livrant des dépêches à Cap-Français. L'avis parut dans le journal colonial comme une brève entrée dans la colonne nécrologique. Zala Kofo, condamné pour fraude postale, décédé à la prison militaire de Rochefort, France, le 3 décembre. Aucun service prévu. La brièveté était délibérée, minimisant la tension, traitant sa mort comme un détail administratif plutôt que comme un événement significatif. Mais dans certaines communautés, la nouvelle voyagea différemment. Elle se déplaça à travers les églises et les maisons privées, portée de bouche à oreille et par des lettres copiées, atteignant des personnes qui avaient connu Zala personnellement ou qui avaient entendu parler de son travail. Les réactions varièrent largement, reflétant l'héritage complexe qu'elle avait créé. Parmi les propriétaires de plantations et les autorités coloniales, il y eut un soulagement tranquille, mêlé à une inquiétude persistante. Le comité de protection de la propriété territoriale n'émit pas de déclaration formelle, mais plusieurs membres exprimèrent leur satisfaction dans des correspondances privées. Émile Gauthier, l'avocat de Bordeaux qui avait finalement obtenu une condamnation, écrivit à un collègue « Le problème Zala s'est résolu par cause naturelle. Peut-être pouvons-nous maintenant revenir à des conditions plus stables. » Moi-même, la lettre d'Émile contenait une note d'incertitude, bien que je me demande si le mal qu'elle a causé ne se révélera pas plus durable que nous ne l'avions anticipé. Il avait raison de se le demander. Parmi les communautés que Zala avait servies et influencées, sa mort suscita quelque chose d'inattendu, pas le désespoir, mais une détermination renouvelée. L'archive qu'elle avait construite devint, en son absence, plus précieuse et plus soigneusement protégée. Ses 3 successeurs formés intensifièrent leurs efforts de documentation, se voyant comme les gardiennes d'un héritage qui exigeait d'être poursuivi. Naïma, dont l'histoire n'a jamais enregistré le nom complet, écrivit dans son journal 3 jours après avoir appris la mort de Zala. Elle nous a appris que la connaissance est le seul pouvoir que nous possédons réellement. Ils peuvent emprisonner son corps, réduire sa voix au silence, mais ils ne peuvent pas effacer ce qu'elle a documenté. Ce travail continuera, doit continuer jusqu'à ce que le besoin d'une telle connaissance n'existe plus. Nous lui devons cela, être aussi méticuleuse, aussi stratégique, aussi inébranlable qu'elle l'a été dans la construction de quelque chose qui survivra à quiconque. Le réseau que Zala avait établi s'avéra remarquablement résilient. Dans les 18 mois suivant sa mort, le système de documentation qu'elle avait créé s'étendit en fait, intégrant de nouveaux correspondants de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Louisiane française. Des femmes qui n'avaient jamais rencontré Zala, mais qui avaient entendu parler de son travail par des récits de seconde main,
commencèrent à envoyer leurs propres histoires, leurs propres observations sur les schémas d'agression et de résistance, contribuant à une archive qui devint plus complète, même alors que sa fondatrice reposait dans une tombe anonyme. Cette expansion ne fut pas sans risque. En avril 1859, les autorités en Guadeloupe interceptèrent un paquet de lettres transportées entre Port-de-Paix, Saint-Domingue et une église de la baie d'Écailles. Les lettres contenaient des récits détaillés d'agressions par des propriétaires de plantations et la documentation des poursuites judiciaires qui s'ensuivirent. 5 femmes furent arrêtées sous l'accusation de conspiration et de correspondance séditieuse. Leur procès attira une attention significative, les procureurs liant explicitement leurs actions au travail antérieur de Zala Kofo. Mais le procès se retourna également contre les procureurs de manière qu'ils n'avaient pas anticipée. Les avocats de la défense utilisèrent l'opportunité pour insérer le contenu complet des lettres interceptées dans le dossier du tribunal, rendant publics les schémas d'agression et de protection légale inadéquates que Zala avait documentés. Les journaux couvrant le procès, pour ces éléments sensationnels, se retrouvèrent à publier des comptes rendus qui soulevaient des questions inconfortables sur le système lui-même. Les 5 femmes furent condamnées. Les preuves étaient trop claires pour permettre un acquittement, mais elles reçurent des peines étonnamment légères, 6 mois de prison municipale au lieu d'un pénitencier fédéral, avec le temps déjà purgé compté. Le juge, dans sa déclaration de sentence, nota que bien que les accusations de conspiration fussent techniquement appropriées, les circonstances qui avaient donné lieu à ces actions méritent la considération des législateurs qui pourraient s'attaquer aux conditions sous-jacentes plutôt que de simplement punir ceux qui les documentent. Ce n'était pas une réforme, mais c'était une reconnaissance. Le travail de Zala avait forcé certaines conversations dans l'espace public où elles ne pouvaient être complètement étouffées. Les archives que Zala construisit lui survécurent pendant des décennies. Ces documents dispersés à travers de multiples territoires à la fin des années 1850 furent progressivement consolidés dans les années 1870 et 1880 à mesure que les personnes anciennement asservies gagnaient la capacité de préserver leurs propres histoires. Certains matériaux finirent dans les sous-sols d'églises à Cap-Français et Port-au-Prince, soigneusement enveloppés dans de la toile cirée et stockés dans des coffres en bois. D'autres furent incorporés dans les premières sociétés historiques afro-américaines qui se formaient dans les grandes villes. Une portion significative fut transférée aux archives des communautés marronnes, où les historiens tribaux reconnurent leur valeur en tant que documentation d'une période où leur territoire était déchiré entre des cadres légaux et moraux concurrents. Une des histoires de préservation les plus notables impliqua un prêtre nommé Père Alexandre Dubois, qui servit à Cap-Français pendant les années 1850. Le Père Alexandre était ambivalent au sujet de l'esclavage, pas un abolitionniste, mais mal à l'aise avec ce dont il était témoin. Après la guerre civile, alors qu'il organisait les registres de l'Église, il découvrit que son prédécesseur avait stocké une collection de la correspondance de Zala dans un compartiment caché sous la chaire. Plutôt que de détruire ces documents, le père Alexandre les catalogua soigneusement, ajouta des notes contextuelles sur la période historique, et finalement les donna à une bibliothèque de séminaire à Lyon. Sa lettre d'accompagnement datée de 1877 expliquait « Ces documents m'ont profondément mis mal à l'aise lorsque je les ai découverts. Ils décrivent un monde dont j'ai été témoin, mais que j'ai préféré ne pas reconnaître. Des actes de résistance dont je savais qu'ils se produisaient, mais que j'ai choisi d'ignorer. Je les préserve non pas parce qu'ils jettent une lumière favorable sur ma génération, mais parce que les générations futures méritent de savoir ce qui s'est réellement passé, pas la version aseptisée que nous nous racontons pour garder nos consciences tranquilles. » L'héritage légal des procès de Zala se révéla tout aussi complexe et durable. Bien qu'aucun de ces acquittements n'ait établi de précédent formel, les cas étaient trop spécifiques, trop dépendants des circonstances locales. Ils influencèrent la manière dont les tribunaux coloniaux traitèrent des cas similaires dans les années qui suivirent.
Entre 1859 et 1865, au moins 11 affaires impliquant des personnes asservies accusées d'avoir agressé leur maître incluaient des références aux précédents territoriaux sur la légitime défense sous la contrainte, sans jamais toutefois citer Zala-Kofo par son nom. Les juges semblaient reconnaître que ces procès avaient créé un schéma informel qui ne pouvait être totalement ignoré. Les avocats de la défense apprirent à invoquer les principes que ces affaires avaient établis, sans mentionner directement la figure controversée derrière eux. Cette influence indirecte signifiait que l'impact de Zala sur la jurisprudence était réel, mais difficile à tracer dans les archives officielles. Son nom apparaissait rarement, mais le raisonnement juridique que ces procès avaient engendré continuait de façonner les issues. Plus significatif que le précédent légal fut l'impact culturel. Les femmes que Zala avait formées continueraient son travail, documentant les agressions et les issues judiciaires, enseignant l'anatomie et l'autodéfense, construisant des réseaux de communication qui se révéleraient cruciaux pendant le chaos de la guerre civile et ses suites. Lorsque les troupes fédérales occupèrent la colonie française de Saint-Domingue en 1863, elles trouvèrent des communautés de personnes anciennement asservies qui étaient remarquablement bien organisées, qui avaient préservé des registres de propriété et de relations familiales, qui comprenaient les procédures légales avec une sophistication inhabituelle. Le major Philippe Moreau, un officier de la République chargé d'administrer les camps près de Cap-Français, écrivit dans son rapport officiel « La population noire ici fait preuve d'un niveau inattendu d'organisation et de connaissances juridiques. Ils tiennent une documentation extensive de leurs circonstances et possèdent une compréhension claire de leurs droits sous occupation militaire. » Cette préparation suggère des systèmes d'éducation et de communication de longue date qui ont précédé notre arrivée. Il ne savait pas qu'il observait les fruits de l'initiative de Zala-Kofo 10 ans plus tôt. Les réseaux et les pratiques qu'elle avait établis continuaient de fonctionner des années après sa mort. Mais certaines des personnes qu'il rencontra savaient. Elles se souvenaient, même si elle ne pouvait pas expliquer aux officiers de la République l'histoire complète de comment leur communauté avait appris à documenter et à s'organiser. Les 3 hommes que Zala avait blessés, Leclerc, Desmarais et Moreau, vécurent leur vie dans divers degrés d'obscurité, leur lien avec son histoire étant quelque chose qu'ils ne reconnurent jamais publiquement. Pierre Leclerc vendit sa plantation de Saint-Domingue en 1860 pour une fraction de sa valeur et déménagea à Marseille où il investit dans le commerce du coton. Il ne se remaria jamais, n'eut jamais d'enfant, vécut seul dans une pension jusqu'à sa mort de la fièvre jaune en 1873. L'inventaire de sa succession révéla un homme aux moyens modestes qui n'avait jamais retrouvé la richesse qu'il possédait avant cette nuit de novembre 1842. Une seule note dans ses effets personnels provoqua la confusion parmi ceux qui liquidaient sa succession. Une coupure de presse sur les procès de Zala, soigneusement conservée dans un portefeuille en cuir. Pourquoi il l'avait gardée, personne ne put le dire. Alain Desmarais resta dans la colonie française de Saint-Domingue, servant finalement 2 mandats à la législature coloniale pendant les années 1860. Il devint connu comme une voix modérée sur les questions de reconstruction, plaidant pour des politiques d'intégration graduelle qui ne satisfaisaient ni les anciens esclavagistes, ni les hommes affranchis. En 1869, il prononça un discours à la législature sur la réconciliation du passé de la colonie avec son avenir. Un discours soigneusement rédigé qui reconnaissait les injustices historiques sans confronter directement son propre rôle en leur sein. Un passage se démarqua. Nous avons construit un système qui exigeait de certaines personnes qu'elles portent des fardeaux insupportables, puis nous exprimions notre choc lorsqu'elles refusaient. Comprendre cela pourrait nous aider à construire quelque chose de meilleur. Il ne mentionna jamais Zala-Kofo dans ce discours ou dans toute autre déclaration publique, mais ceux qui connaissaient l'histoire reconnurent l'aveu indirect. Alain mourut en 1881, ayant survécu à Zala de 23 ans. Étienne Moreau,
qui avait affranchi Zala et l'avait payé pour partir après le troisième incident, eut la trajectoire la plus intéressante. Il devint un défenseur vocal de l'émancipation au début des années 1860, rejoignit le Parti républicain lorsqu'il s'organisa dans la colonie française de Saint-Domingue et servit comme délégué à plusieurs conventions de reconstruction. Son plaidoyer lui valut le ressentiment d'anciens collègues et des menaces de groupes opposés à l'égalité raciale. En 1867, lors d'une réunion municipale houleuse à Cap-Français, quelqu'un le confronta finalement au sujet de son histoire avec Zala Kofo. La réponse d'Étienne fut consignée par un journaliste. « J'ai commis la même erreur que les autres, croyant que la possession légale justifiait d'une manière ou d'une autre la transgression morale. J'ai été corrigé d'une manière que je ne pouvais ni ignorer, ni mal interpréter. Cette correction a changé ma façon de comprendre le monde. Si mon plaidoyer actuel vous surprend, peut-être devriez-vous considérer à quoi ressemblerait votre propre correction, que cela représente une véritable évolution morale ou simplement une reconnaissance pragmatique des circonstances politiques changeantes reste discutable. Mais le plaidoyer d'Étienne en fin de vie aboutit à des résultats concrets, notamment le soutien à des institutions éducatives afro-américaines et à des sociétés d'aide juridique dans la colonie française de Saint-Domingue. Il mourut en 1889, ayant contribué de manière significative à des institutions qui auraient été impossibles sous le système auquel il avait participé. Le cimetière de la prison militaire de Rochefort, en France, où Zala fut enterré, subit plusieurs expansions et réorganisations au fil des décennies. Dans les années 1920, la section qui abritait les prisonniers fédéraux avait été largement déblayée. Les tombes furent déplacées pour faire de la place au personnel militaire. Les restes de Zala, ainsi que ceux de dizaines d'autres détenus, furent transférés dans une fosse commune, anonyme, à la limite est du terrain de la prison. Un petit marqueur en pierre, érigé en 1934 par une société historique de femmes, note que la zone contient des prisonniers fédéraux 1850-1880, mais ne mentionne aucun nom spécifique. L'inscription du marqueur dit simplement « Ici reposent ceux dont les vies se sont terminées sous garde fédérale, que leurs histoires ne soient pas oubliées ». C'est un mémorial générique applicable à tous et spécifique à personne, exactement le genre d'effacement contre lequel Zala avait travaillé toute sa vie. En 1891, 33 ans après la mort de Zala, une chercheuse nommée Thérèse Leclerc découvrit un coffre de ses lettres dans une église janséniste à Port-au-Prince. Thérèse écrivait une histoire complète de la colonie française de Saint-Domingue pour une publication nationale et interrogeait des résidents âgés sur leurs souvenirs de la période d'avant la guerre civile. Plusieurs femmes mentionnèrent Zala Kofo, la décrivant en des termes qui laissèrent d'abord Thérèse sceptique. L'histoire semblait trop dramatique, trop parfaitement alignée sur la mythologie abolitionniste pour être entièrement factuelle. Mais les lettres et les journaux prouvèrent la précision essentielle de l'histoire. Thérèse passa 6 mois à authentifier les documents, les croisant avec les archives judiciaires, les articles de journaux et les registres militaires de la prison militaire de Rochefort, en France. Ce qu'elle découvrit était remarquable. La documentation de Zala avait été méticuleusement précise. Les dates coïncidaient, les noms correspondaient aux registres de recensement, les procédures légales s'alignaient sur les dossiers du tribunal. La femme avait été, entre autres choses, une historienne méticuleuse. Thérèse publia ses découvertes dans un long article de 1893 intitulé « Un cas particulier de résistance, la vie et les procès légaux de Zala Kofo ». L'article parut dans une revue historique respectée et fit une petite sensation dans les cercles académiques. L'analyse de Thérèse était prudente et nuancée, évitant à la fois l'hagiographie et la condamnation, présentant plutôt Zala comme une figure complexe dont les actions soulevaient des questions inconfortables sur la loi, la moralité et la résistance.
L'article fut largement ignoré par les historiens traditionnels qui, à l'époque, construisaient des récits de la période antebellum, minimisant à la fois la violence de l'esclavage et l'étendue de la résistance à celui-ci. La mythologie de la cause perdue gagnait du terrain, et des histoires comme celle de Zala ne cadraient pas avec le schéma préféré des maîtres bienveillants et des travailleurs satisfaits, perturbés uniquement par des agitateurs externes. Mais dans d'autres cercles, en particulier parmi les historiens afro-américains et les militantes des droits des femmes, l'article de Thérèse devint influent. Il fut réimprimé dans plusieurs publications réformistes, des extraits furent cités dans des discours, et il fut utilisé dans les travaux académiques émergents sur la résistance et l'agentivité sous l'esclavage. Le nom de Zala Kofo commença à apparaître dans des histoires d'où elle était auparavant absente, bien que son histoire soit restée controversée, clivante, inconfortable. Au début des années 1900, l'archive de Zala avait été à nouveau largement dispersée. Certains matériaux furent perdus dans des incendies qui détruisirent des églises et des centres communautaires. D'autres furent délibérément cachés lorsque les vents politiques tournèrent et que la documentation de la résistance devint dangereuse à posséder. Quelques collections survécurent entre des mains privées, transmises par des familles qui comprenaient leurs valeurs, même si elles ne pouvaient pas les rendre publiques en toute sécurité. La colonie française de Saint-Domingue, que Zala avait connue, se transforma au-delà de toute reconnaissance. L'accession au statut d'État survint en 1907, apportant de nouvelles lois et de nouvelles tensions. Les communautés qu'elle avait servies évoluèrent, s'adaptèrent, prospérèrent parfois et luttèrent parfois dans des circonstances changeantes. Mais certaines pratiques qu'elle avait établies, l'accent mis sur la documentation, les réseaux de communication, la compréhension que la préservation du savoir était en soi un acte de résistance, perdurèrent sous des formes modifiées. Les femmes dont les noms figuraient dans la correspondance de Zala moururent, pour la plupart, sans que leurs histoires ne soient enregistrées au-delà de ce qu'elle avait documenté. Elles vécurent, résistèrent lorsque c'était possible, survécurent lorsque la résistance ne l'était pas, et passèrent finalement de la mémoire vivante au registre historique fragmenté. Leurs histoires individuelles furent perdues, mais les schémas que Zala avait identifiés et documentés restèrent visibles pour ceux qui savaient où chercher. Les 3 hommes que Zala avait blessés, Leclerc, Desmarais et Moreau, emportèrent leurs histoires complètes dans leur tombe. Toute culpabilité, ressentiment ou compréhension qu'ils développèrent à propos de cette période de leur vie resta privée, partagée uniquement de manière qui ne laissèrent aucune trace permanente. Leurs descendants, s'ils connaissaient l'histoire familiale, choisirent de ne pas la préserver. Certains silences sont délibérés. Les principes juridiques que les procès de Zala avaient établis, tels quels, se révélèrent fragiles. Les tribunaux ultérieurs faisaient parfois référence aux précédents, les ignoraient parfois entièrement en fonction du climat politique et du tempérament judiciaire. Les questions que ces affaires avaient forcées dans le discours public sur les droits de propriété contre les droits humains, sur l'autodéfense sous l'oppression, sur les limites morales de l'autorité légale, ces questions ne disparurent pas, mais elles ne furent pas non plus résolues. Elles continuèrent simplement, sans réponse et impénétrables au sein des structures qui les avaient engendrées. Ce que Zala Kofo comprit, et ce qui la rendit dangereuse pour le système qu'elle défiait, était quelque chose d'une simplicité trompeuse. Que la résistance exigeait une documentation pour être efficace, des actes de défi signifiaient peu s'ils n'étaient pas enregistrés, analysés, partagés avec d'autres qui pourraient en tirer des leçons. Elle transforma des moments individuels d'autodéfense en un schéma documenté, des tragédies personnelles en preuves d'abus systémiques, des incidents isolés en preuve de pratiques généralisées. Cette transformation de l'expérience individuelle en savoir collectif représentait une menace plus profonde que n'importe quel acte de violence. Une femme qui se défendait était un problème. Une femme qui en enseignait à d'autres comment se défendre était une crise. Mais une femme qui documentait les schémas
préservait les preuves et construisait des systèmes pour partager cette connaissance à travers le temps et la distance. C'était révolutionnaire. Le système répondit de la seule manière qu'il connaissait, par des mécanismes légaux conçus pour réduire au silence sans créer de martyrs, pour punir sans créer de symboles, pour éliminer la menace tout en maintenant l'apparence de la justice. Ils la condamnèrent pour des motifs techniques, l'emprisonnèrent loin de son réseau et attendirent que la maladie accomplisse ce que les tribunaux n'avaient pas réussi à obtenir par l'exécution. Mais Zala avait anticipé même cela. L'archive existait indépendamment d'elle. La connaissance avait été partagée trop largement pour être complètement étouffée. Les pratiques qu'elle avait établies étaient devenues des habitudes pour un nombre suffisant de personnes pour qu'elles se poursuivent automatiquement, sans nécessité de coordination centrale. Elle avait construit quelque chose qui pouvait fonctionner sans elle, et ce fut le cas. En fin de compte, l'histoire de Zala Kofo est celle de la persistance obstinée du savoir, de la manière dont l'information refuse de rester enterrée lorsque suffisamment de personnes accordent de la valeur à sa préservation. C'est une histoire sur le courage requis non seulement pour résister, mais pour documenter cette résistance, sachant que la documentation elle-même pourrait être utilisée comme preuve contre vous. C'est une histoire sur la relation complexe entre la violence et l'autodéfense, entre les structures légales et les impératifs moraux, entre la survie individuelle et l'action collective. Les questions que sa vie et sa mort ont soulevées sur la justice, la résistance et le prix de la dignité restèrent non résolues à sa mort en 1858, et elles le restèrent pendant des générations après. Peut-être que certaines questions ne sont pas censées être résolues, mais simplement être posées encore et encore, chaque génération y répondant pour elle-même dans les circonstances auxquelles elle est confrontée. Zala Kofo mourut dans une tombe anonyme à 34 ans, son corps éliminé avec une efficacité bureaucratique, son nom délibérément omis des mémoriaux. Mais le travail qu'elle fit, la connaissance qu'elle préserva, les réseaux qu'elle construisit, ceux-ci lui survécurent pendant des décennies, transformés et adaptés à de nouvelles circonstances, mais reconnaissables pour quiconque comprenait ce qu'il voyait. L'histoire est pleine de gens qui ont mené des batailles dont nous bénéficions sans les avoir menées nous-mêmes. De certains, nous nous souvenons avec des monuments et des jours fériés. D'autres ne laissent qu'une trace dans les archives officielles, connues uniquement à travers des documents dispersés et des récits de seconde main. Zala Kofo appartient à cette seconde catégorie, trop controversée pour être célébrée, trop importante pour être complètement effacée, existant dans cet espace inconfortable où l'histoire reconnaît les événements sans savoir exactement comment les juger. Que pensez-vous de cette histoire ? Croyez-vous que les actions de Zala Kofo étaient justifiées compte tenu de ces circonstances? Comment devrions-nous comprendre la résistance qui utilise la violence en légitime défense? Laissez votre commentaire ci-dessous. Si vous avez apprécié ce mystère historique, cette exploration d'une vie qui a défié les fondements légaux et moraux de son temps, abonnez-vous à la chaîne Aeternum Velum. Cliquez sur la cloche de notification et partagez avec quelqu'un qui apprécie les histoires complexes et difficiles. Le passé n'est jamais aussi simple que nous le voudrions, et parfois, les histoires les plus importantes sont celles qui refusent d'avoir des conclusions morales faciles. À la prochaine vidéo.